En 216 avant notre ère, l'un des jours les plus sombres de l'histoire romaine est arrivé. En l'espace de 24 heures seulement, l'armée romaine a subi une défaite écrasante. La majeure partie de ses soldats les plus forts a été anéantie en quelques heures. Ce fut une bataille telle qu'on raconte que les bruits du combat portaient à des kilomètres à la ronde. À partir de ce jour, tout le monde a commencé à penser la même chose. C'en est fini de Rome. Son armée a été presque entièrement exterminée. Ses alliés battaient en retraite et Hannibal se tenait devant eux. Mais malgré tout cela, Rome ne s'est pas rendue. Elle n'a pas capitulé. Elle n'a pas reculé. Au lieu de demander la paix, elle a levé une nouvelle armée. Comment a-t-elle pu prendre une telle décision après des pertes aussi effroyables? D'autant plus que ce n'était pas la première catastrophe pour Rome. Elle était parvenue à se relever de périodes de pertes colossales, comme Teutobourg, et même d'époques où ces villes étaient mises à sac. Rome n'a jamais fui la défaite. Elle l'acceptait, trouvait une solution et allait de l'avant. C'est précisément ce qui distinguait Rome des autres. Alors comment Rome se remettait-elle de pertes à si grande échelle? Et pourquoi, alors que d'autres périssaient, Rome parvenait-elle à survivre contre vents et marées? Cherchons ensemble les réponses à ces questions. Pour comprendre comment Rome a survécu à Cannes, il faut d'abord comprendre ce qu'a réellement été Cannes. Cette bataille ne fut pas une simple défaite. Ce fut une véritable leçon d'anéantissement. Hannibal a disposé ses troupes dans une formation de combat convexe habilement pensée, qui a incité l'armée romaine à percer par le centre. Les Romains ont fait exactement ce qu'Hannibal attendait d'eux. Ils se sont rués en avant en formation serrée, se compressant de plus en plus à mesure que le centre carthaginois reculait. Puis les flancs se sont refermés. Les Romains mouraient en étant compressés si étroitement que beaucoup ne pouvaient même pas lever les bras pour se battre ou pour fuir. L'historien Tite-Live écrit que les survivants racontaient comment, le lendemain matin, on trouvait sous les monceaux de cadavres des hommes encore en vie, qui avaient tenté de s'extirper tout au long de la nuit. L'ampleur du massacre était industrielle pour les standards antiques. Les conséquences politiques à Rome furent immédiates et sévères. Plusieurs consuls y ont laissé la vie. Le Sénat a perdu un quart de ses membres en un seul jour. Les États alliés italiens, guettant les signes de faiblesse de Rome, ont commencé à passer du côté d'Hannibal. La route vers Rome elle-même semblait grande ouverte. Ce qui s'est passé dans l'enceinte du Sénat dans les jours qui ont suivi Cannes est l'un des épisodes les plus remarquables de l'histoire romaine. L'historien Polybe, qui avait accès aux sources romaines, note qu'il n'y eut ni panique, ni accusation mutuelle, ni effondrement des fonctions institutionnelles. Le Sénat s'est réuni, il a évalué la situation, il a pris des décisions. Il a suspendu les règles habituelles concernant qui pouvait servir dans l'armée. Il a armé des esclaves, une mesure que la tradition romaine considérait comme profondément répréhensible. Il a rappelé des commandants d'autres théâtres d'opération. Il a organisé les survivants. Il n'a pas négocié. La décision de ne pas négocier fut cruciale. Hannibal avait envoyé un officier romain capturé à Rome pour entamer des discussions sur les conditions. Le Sénat a refusé de le recevoir tant que les prisonniers qu'il représentait n'auraient pas été rachetés, puis, refusant de les racheter, a de fait totalement rejeté les négociations. Une ville qui refuse de discuter des conditions après la perte de 70 000 hommes en un seul jour est une ville qui a pris une résolution ferme. Le Sénat a décidé qu'aucune condition ne ferait admettre à Rome sa défaite. La capacité de Rome à survivre à une défaite catastrophique n'était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat de caractéristiques institutionnelles spécifiques qui ont été créées, testées et perfectionnées au cours des siècles de l'histoire romaine. Premièrement, les réserves d'effectifs. Le système militaire romain, contrairement à celui de la plupart des États antiques, ne reposait pas sur une seule armée professionnelle. Il s'appuyait sur un système de conscription à plusieurs niveaux qui, dans des situations extrêmes, pouvait mobiliser une proportion stupéfiante de la population. Après Cannes, Rome a fait appel à ses alliés, aux esclaves affranchis et enrôlés, ainsi qu'aux classes d'âge les plus jeunes et les plus âgés, habituellement exemptés de conscription. L'armée que Rome a déployée sur le champ de bataille 18 mois après Cannes était d'une taille comparable à celle qui avait été anéantie. Elle était moins expérimentée, sa composition était différente, mais elle existait. Deuxièmement, le refus d'engager une bataille décisive.
La stratégie qui a finalement apporté la victoire lors de la Deuxième Guerre punique, associée au nom du commandant Fabius Maximus, surnommé Cunctator, le temporisateur, consistait à éviter délibérément la bataille rangée dont Hannibal avait besoin. Au lieu d'affronter Hannibal directement, Fabius harcelait ses lignes d'approvisionnement, coupait ses détachements de fourrageurs et le privait de la victoire décisive qui aurait forcé Rome à négocier. Cette stratégie était extrêmement impopulaire auprès de la société romaine et de nombreux sénateurs qui la considéraient comme de la lâcheté, mais c'était la bonne stratégie. Troisièmement, le maintien de la loyauté des alliés. L'un des calculs stratégiques d'Hannibal était que les alliés de Rome déserteraient en masse après une défaite suffisamment catastrophique de Rome. Certains l'ont fait. La défection la plus importante fut celle de la ville de Capoue. Mais la majorité des alliés italiens de Rome ont tenu bon. Les raisons en étaient complexes. Dans certains cas, une loyauté sincère. Dans d'autres, un calcul, ainsi que la pratique de longue date du système politique romain d'associer ses alliés au succès de Rome. L'allié de Rome n'était pas un simple sujet. Il était un participant à l'expansion romaine, dont l'aristocratie locale avait de réelles raisons de préférer l'hégémonie romaine à la domination carthaginoise. Hannibal a sous-estimé à quel point Rome était enracinée dans la vie politique italienne. 300 ans après Cannes, Rome fut confrontée à un désastre d'un autre genre. Non pas l'anéantissement presque total d'une armée de campagne en Italie, mais la perte soudaine et totale de 3 légions sur la frontière germanique, et avec elle, la perte de tout ce que Rome avait construit à l'est du Rhin. Le désastre de la forêt de Teutobourg en l'an 9 de notre ère fut, d'une certaine manière, plus dévastateur psychologiquement que Cannes. Cannes fut une bataille, terrible certes, mais une bataille. Teutobourg fut une embuscade qui dura 3 jours, au cours de laquelle 3 légions romaines complètes, la 17e, la 18e et la 19e, furent méthodiquement anéanties par une coalition germanique dirigée par Arminius, un homme qui avait servi dans l'armée romaine et savait exactement comment la combattre. Le commandant romain Publius Quinctilius Varus a péri dans la forêt. Les aigles légionnaires, étendards sacrés dont la perte était une catastrophe non seulement militaire, mais aussi spirituelle, ont été capturés. En apprenant la nouvelle de la catastrophe, Auguste, selon la légende, a erré des mois durant dans son palais la nuit, en criant « Quinctilius Varus, rends-moi mes légions !» La réaction immédiate de Rome fut la même mobilisation institutionnelle qu'après Cannes. De nouvelles légions ont été levées. La frontière a été stabilisée sur le Rhin et non sur l'Elbe. Au cours des décennies suivantes, Tibère et Germanicus ont mené des expéditions punitives en Germanie, au cours desquelles ils ont récupéré 2 des 3 aigles perdus. Mais la réponse à long terme a été plus significative. Rome a renoncé à ses tentatives de conquérir la Germanie. Le Rhin est devenu la frontière nord-est permanente de l'Empire. Cette décision de reconnaître les limites de la puissance romaine et de consolider les acquis, plutôt que de poursuivre l'expansion, était en soi une forme de sagesse institutionnelle que la plupart des empires antiques n'ont jamais développée. Savoir quand s'arrêter était aussi important que de savoir comment se battre. Les légions perdues, la 17e, la 18e et la 19e, n'ont jamais été reconstituées. Leurs numéros ont été définitivement retirés de l'ordre de bataille de l'armée romaine, un acte unique de mémoire institutionnelle qui a préservé la catastrophe en guise d'avertissement. Pendant des siècles après Teutobourg, aucune légion romaine n'a porté ces numéros. La plus grande épreuve de la résilience institutionnelle de Rome n'a pas été une seule bataille, mais une période de plusieurs décennies de catastrophes simultanées, qui a commencé en 235 de notre ère et ne s'est pleinement résolue qu'à la fin du siècle. En l'espace de 50 ans, Rome a vu se succéder plus de 50 empereurs. La plupart d'entre eux ont connu une mort violente. Simultanément, l'Empire a dû faire face à des invasions sur plusieurs fronts. Les Perses sassanides à l'est, les tribus goths et franques à l'ouest et au nord, et des usurpateurs internes dans chaque province. La peste antonine avait déjà fauché des millions de vies au siècle précédent. L'économie se dégradait, la monnaie se dépréciait. L'armée se combattait elle-même tout autant qu'elle combattait les ennemis extérieurs. Selon toute analyse structurelle, Rome aurait dû s'effondrer.
Les empires confrontés à une crise militaire, économique, politique et démographique simultanée ne survivent généralement pas. Rome a survécu. Les historiens débattent des raisons, mais quelques facteurs institutionnels figurent constamment dans les analyses. Premièrement, l'armée romaine est restée fonctionnelle même lorsque la structure politique au-dessus d'elle se désintégrait. Les légions individuelles ont conservé leur identité, leurs normes d'équipement, leur programme d'entraînement et leur efficacité défensive, peu importe qui prétendait au titre impérial. La culture militaire institutionnelle était suffisamment solide pour continuer à fonctionner sans une direction politique stable. Deuxièmement, l'infrastructure administrative de l'Empire, les routes, les greniers à grains, le système juridique, le mécanisme de perception des impôts, a continué de fonctionner pendant la majeure partie de la crise. L'État romain avait créé des institutions dont le fonctionnement ne dépendait pas de personnes spécifiques au sommet. Lorsque les empereurs mouraient tous les quelques mois, les gouverneurs de province et les commandants militaires qui maintenaient le système en marche continuaient pour l'essentiel à faire leur travail. Troisièmement, les empereurs réformateurs de la fin du IIIe siècle, Aurélien, Probus, Dioclétien, ont pu utiliser l'infrastructure institutionnelle préservée comme fondement pour une restauration systématique. Ils n'ont pas eu à reconstruire l'État romain à partir de zéro. Ils ont dû réparer et réorganiser un système qui était endommagé, mais non détruit. La différence entre réparer et reconstruire à partir de zéro se mesure en décennies. La capacité de Rome à survivre à ses pires défaites révèle quelque chose sur la conception des institutions qui dépasse le cadre de l'histoire militaire. Le schéma que l'on retrouve à travers Cannes, Teutobourg et la crise du IIIe siècle est cohérent. Rome a survécu non pas parce qu'elle avait les meilleurs généraux, les meilleurs soldats ou plus de chances que ses ennemis. Elle a survécu parce qu'elle a bâti des systèmes militaires, politiques, administratifs, sociaux, qui étaient plus résilients que les catastrophes auxquelles ils ont été confrontés. La résilience, dans ce sens, signifie quelque chose de très concret. Cela ne signifie pas l'absence de dommages. Après Cannes, Rome a été véritablement mutilée. Son armée a été anéantie, ses alliés ont vacillé, sa classe politique a subi des pertes colossales. Après Teutobourg, Rome a perdu définitivement un territoire et a abandonné un objectif stratégique pour lequel elle avait consacré des décennies. À l'issue de la crise du IIIe siècle, Rome en est ressortie plus petite, plus militarisée et économiquement plus faible qu'elle ne l'était auparavant. La résilience signifie la capacité d'encaisser les dommages et de continuer à fonctionner, de perdre sans être détruit, de subir des échecs mais sans s'effondrer. Rome possédait cette capacité parce qu'elle l'avait délibérément construite au fil des siècles, en utilisant la même approche systématique que celle qu'elle appliquait à tout le reste. Une conception institutionnelle qui répartissait les risques, des systèmes redondants capables de se relayer en cas de défaillance de l'un d'eux, et une culture qui traitait l'échec comme un problème à résoudre, et non comme une fatalité à laquelle il fallait se résigner. Le refus du Sénat de négocier après Cannes n'était pas un entêtement irrationnel. C'était l'expression d'une culture institutionnelle qui avait fondamentalement décidé. Il n'y a pas de défaite dont il soit impossible de se relever. Cette décision, soutenue avec constance pendant des siècles, est devenue une prophétie autoréalisatrice. Rome survivait à ses pires défaites parce qu'avant même ses défaites, elle avait décidé que survivre, c'est ce que fait Rome. Il a semblé que Rome s'était effondrée à de multiples reprises au cours de l'histoire. Cannes, Teutobourg et la crise qui a suivi des siècles plus tard. La plupart des empires n'y auraient pas survécu. Mais Rome n'était pas comme les autres. Pour eux, ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un point d'arrêt. Car Rome n'était pas seulement concentrée sur la victoire. Elle savait aussi comment se remettre d'une défaite. C'est précisément ce qui la distinguait des autres. Les guerres n'étaient pas toujours gagnées. Des armées pouvaient disparaître en un instant. Mais tant que le système restait intact, il y avait toujours une issue. C'est peut-être pourquoi, après chaque défaite, cette armée devenait plus dure, plus expérimentée. La question principale est, à votre avis, qu'est-ce qui fait la force d'un empire? La capacité de ne jamais perdre? Ou la capacité de se remettre sur pied, sans abandonner après une défaite?